Terrain social. Hugues Chevarin. Pauline Portefait. Pauline Portefait est chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre et co-rédactrice du 26e rapport sur l'état du mal-logement en France en 2021. La situation des personnes mal logées en France, y compris celles n'ayant pas de logement fixe, s'est détériorée à la suite de la pandémie de la Covid-19. Le rapport évoque, dans des mots forts, une double peine et une bombe à retardement. Allons-nous assister à une vague d'expulsion à la fin de la trêve hivernale, repoussée au début de l'été? Allons-nous vers une plus grande précarisation de la jeunesse au regard du logement? La Fondation Abbé Pierre ne se contente pas d'un sévère état des lieux, mais fait aussi des propositions, en particulier pour réduire la fracture énergétique. Terrain social aujourd'hui questionne ce rapport et se demande dans quelle mesure le gouvernement en tiendra compte. Terrain social. Bonjour Pauline Portefait. Bonjour. Lors de la parution du 22e rapport en 2017, la Fondation Abbé Pierre parlait d'un enracinement de ce phénomène. Au regard de la situation présente, le confirmez-vous? Alors oui, exactement. Vous faites bien de citer les anciens rapports de la Fondation Abbé Pierre qui en fait, on le voit avec ce confinement, cette crise sanitaire, ces confinements, cette crise sanitaire, qui en fait révèle et accentue ce qu'on dénonçait déjà dans les anciens rapports sur le mal logement. Donc vraiment un confinement et une crise sanitaire qui a à la fois révélé et renforcé la crise du logement. Donc oui, je confirme ça. Après, je peux l'illustrer en vous disant que dans ce nouveau rapport, on montre que la crise sanitaire, elle a vraiment accru les inégalités de logement, enfin d'être confiné en habitat surpeuplé, dans un habitat indigne, en précarité énergétique, c'est pas facile. Et ça a aussi accentué les inégalités de revenus et les inégalités face à la santé, parce qu'on sait que le facteur qui expose le plus au risque de contamination, c'est le surpeuplement. Le rapport fait état, dans une formule qui est tout à fait choc, de double peine pour celles et ceux qui sont confinés et mal logés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on a utilisé cette expression de double peine dans la mesure où en fait les personnes mal logées, elles l'ont été pendant le confinement 24 heures sur 24. Un logement froid, c'est déjà difficile pendant toute l'année, mais là de devoir y passer 24 heures sur 24, c'est encore plus difficile et en fait ça accentue encore plus la précarité énergétique dans le sens où les gens devaient plus chauffer leur appartement. Par rapport à l'an dernier, en fait, on a eu une explosion des coupures d'énergie parce que les gens devaient plus se chauffer comme ils restaient plus dans leur logement. Donc il y a eu une augmentation de 18% des coupures d'énergie. Donc ça représente 672 000 coupures d'énergie. Donc voilà, ça c'est vraiment des éléments qui nous permettent de montrer que ça a été une période vraiment difficile pour les personnes mal logées. Quand on parle de mal logement, il y a d'abord celles et ceux qui n'en ont pas ou qui vont bientôt le perdre. Donc la situation des gens qui sont sans abri aujourd'hui est encore plus considérable qu'auparavant. La Fondation, elle compte 300 000 personnes qui sont sans domicile. Et donc voilà, une partie d'entre eux qui sont sans abri, donc soit à la rue, hébergés dans des hôtels, dans des centres d'hébergement ou dans le dispositif national d'accueil des personnes exilées. Donc il y a c'est ça, je rappelle toujours un peu la définition des personnes sans abri parce qu'on a tendance à confondre les choses, mais il y a eu beaucoup de mises à l'abri pendant le confinement, donc la situation des personnes mal logées, des personnes sans abri, elle a pu s'améliorer dans un premier temps, mais on s'est très vite rendu compte, les personnes se sont rendues compte que les hébergements étaient inadaptés. Alors soit la situation sanitaire en termes de distance sociale dans les hébergements collectifs, c'était pas du tout possible. Et après, il y a quand même des très mauvaises conditions d'hébergement, d'insécurité dans les hébergements. D'être hébergé dans un hôtel, dans une famille, dans une pièce, c'est sans cuisine. Parfois, c'est très long en fait à supporter. Ça a été un moment très difficile 2020 pour les personnes à la rue et pour les personnes mal logées, mais on voit que 2021, ça pourrait même être encore pire en fait si
parce que les réponses politiques sont pas forcément à la hauteur, si on peut dire, des enjeux, en fait, des difficultés des personnes mal logées. Alors, avant que nous abordions ces questions de politique et les solutions qu'on peut apporter à la situation, les gens qui sont mal logés aujourd'hui font toujours le choix entre se chauffer ou payer le loyer, ou ils font plus le choix du tout. Et est-ce que vous constatez un accroissement des impayés dans ce pays, avec évidemment pour conséquence une augmentation des expulsions? C'est ce qu'on voit, en fait, c'est que les personnes, elles ont compté beaucoup alors avec des budgets qui étaient déjà serrés. Elles ont compté sur des solidarités familiales, voilà, sur leurs économies. On a fait un sondage pour le rapport avec Ipsos. Des personnes qui ont été sondées disent que 13% d'entre elles, en fait, ont eu des difficultés à payer leur loyer pendant la période. Et pour l'année à venir, 22% le craignent. Ils craignent de ne pas pouvoir payer ce loyer. Voilà, il y a déjà des premiers signes, en fait. Donc pour l'instant, vraiment, c'est les proches qui ont amorti la crise. On sait qu'il y a à peu près 8 millions de personnes quand même qui font appel à leurs proches pour recourir à l'aide financière de leurs proches. Donc voilà, c'est une première soupape de sécurité qui va s'épuiser et on sait que voilà, les premiers impayés ont déjà commencé. Donc le parc HLM, dans le parc privé, c'est un peu difficile à voir, mais dans le parc social, on le voit déjà. Il y a 65 millions d'impayés de loyer fin 2020. Donc voilà, c'est des premiers signaux, en fait, qui montrent que les impayés sont déjà là, mais c'est surtout qu'ils vont s'accroître, en fait, par rapport, on le voit aussi avec la crise économique de 2008. On l'a vu, c'est en fait l'onde de choc, elle est pas immédiate sur les impayés de loyer. Les gens s'en sortent, ils arrivent à piocher dans leur économie, aller voir des proches, voilà. Ils s'en sortent au début et après ça devient impossible sur le long terme, et c'est là qu'apparaissent les premiers impayés et les procédures d'expulsion qui s'enrayent. Que fait l'État ? Vous dénoncez les attaques en règle que subissent les aides au logement depuis le 2017, coupe de 5 € par mois, des indexations régulières de l'inflation, réduction du loyer de solidarité dans le parc social, suppression de l'APL accession. Est-ce que vous pensez que l'État, d'une part, n'en fait pas assez et d'autre part, ne fait pas ce qu'il faut? Il a apporté des aides qui étaient ponctuelles, en fait. Et nous, ce qu'on remarque et ce qu'on cherche à montrer, à faire remonter à l'État, c'est que cette crise, c'est pas seulement une parenthèse, en fait. C'est pas une parenthèse qui va se régler comme ça. C'est vraiment, il y a vraiment eu des problèmes structurels dans la politique de logement, et s'il n'y a pas des réponses en face qui sont structurelles, des réponses qui permettent un réel politique du logement à la hauteur de la crise du logement, les mesures exceptionnelles, ces mesures ponctuelles qui sont accordées par le gouvernement, elles vont absolument pas enrayer la crise sociale qui se prépare, et les inégalités vont continuer à se creuser. Dans quelle proportion le manque de logement, qu'est-ce que cela représente, et est-ce que il y a on va dire un rétrécissement, un ralentissement de la construction de logements, et en particulier de logements sociaux? En fait, ce qu'on voit chaque année, les comptes du logement publient la dépense publique en termes de logement, et ce qu'on voit, c'est que les aides versées au secteur du logement, elles ont jamais été aussi basses que depuis cette année. Le secteur du logement, si on l'exprime en pourcentage du PIB, il a jamais été aussi bas depuis 40 ans. Donc ça représente que 1,6% du PIB. Voilà, la politique du logement, elle est clairement absente du plan de relance du gouvernement. Donc ça, c'est voilà, le logement est le grand absent, et on le voit que la chaîne du logement, comme vous le dites, elle est ralentie. La chaîne de production du logement, elle est ralentie. Il y a moins d'attribution de logements cette année, moins d'attribution de logements sociaux cette année. Donc 100 000 ménages en moins qui vont obtenir un logement social cette année. Donc ça, c'est dans les attributions, et dans la production de logements, il y a eu une grosse chute de la production du logement social. Alors c'est pas que en raison de la crise sanitaire, c'est aussi en raison du manque d'aide publique dans la construction de logements.
On le voit déjà sur cette année qu'il y a moins d'agréments pour construire du logement social, et aussi dans la chaîne du logement privé aussi, il y a moins d'autorisations de construction en 2020 qu'il y en a eu auparavant. Donc voilà, c'est une chaîne en fait qui est très lente à se mettre en route. Donc quand il y a un fort ralentissement maintenant, on va le sentir dans 1 ou 2 ans quoi, et dans les années qui suivent après. Comment faisait mention le rapport, l'État gaspille la crise en fait en n'étant pas volontariste. Quelles sont les principales préconisations de la Fondation Abbé Pierre pour régler ou trouver des solutions à ce phénomène? On peut agir à 2 niveaux. D'abord, on peut répondre aux urgences sociales immédiates, mais on peut aussi, dans le même temps, sortir de la gestion toujours par l'urgence, en fait, et investir vraiment dans une politique sociale de l'habitat qui permettrait de sortir vers le logement, en fait, que les gens puissent avoir et se maintenir, en fait, avoir un logement et puissent s'y maintenir, en fait. C'est ça que la Fondation, elle défend, c'est que la lutte contre la pauvreté, elle a un sens, elle est possible si on donne un revenu suffisant et un logement décent à chacun. Est-ce que la mise en place d'un certain nombre de fonds, par exemple Fonds national d'aide aux impayés ou encore un fonds spécial pour baisser les loyers des ménages entrant dans le parc avec de très faibles ressources, c'est une manière de flécher et de consolider le maintien dans le logement? On peut agir à différents niveaux, en effet. Voilà, au niveau des revenus des ménages, ce que la Fondation, elle essaye de demander au gouvernement, c'est un RSA pour les jeunes. Donc ça, c'est pas du tout accepté par le gouvernement, mais on se rend compte que ces jeunes ont des difficultés à se loger parce qu'ils n'ont pas de revenu minimum. Donc ça, c'est au niveau des revenus des ménages. On peut aussi agir au niveau de la politique de la prévention des expulsions, donc stopper les expulsions locatives, voilà, par ce fonds d'aide à l'acquittance qui permettrait d'aider les ménages qui ont une perte de ressources depuis mars, de pouvoir se maintenir dans leur logement sans enrayer la machine des expulsions. Pour ça, on peut aussi mieux indemniser les propriétaires bailleurs, prévenir en fait les expulsions, pas attendre qu'elles arrivent, mais prévenir en amont les impayés de loyer. Dans le rapport cette année, vous avez souhaité mettre un accent particulier sur la fracture énergétique. Qui s'ajoute évidemment à la question du mal logement. Quelles solutions souhaitez-vous mettre en place afin que cette fracture énergétique s'amoindrisse et que les gens n'aient pas à faire le choix de payer ou le loyer ou la facture d'énergie? Dans le plan de relance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des mesures qui ont été annoncées pour plus d'investissement dans la rénovation énergétique. Mais ce qu'on a voulu montrer dans le rapport, c'est que la rénovation du logement, elle est possible si le reste à charge des ménages, ce qui reste à la charge du ménage pour payer les travaux, il est assez bas en fait, parce que sinon les ménages modestes, si ce reste à charge il est trop élevé, ces ménages ne vont pas en fait engager de travaux, ou ils vont engager des travaux qui seront ponctuels et pas globaux. Donc en fait là, et une rénovation par petits gestes, elle est pas efficace pour vraiment lutter contre la précarité énergétique. Il faut vraiment une rénovation globale qui coûte cher. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien subventionné relativement aux revenus des ménages, bien sûr. Mais si on va pas vers ce zéro reste à charge pour les ménages les plus modestes, on luttera pas efficacement contre la précarité énergétique et les passoires thermiques. C'est ça qu'on défend à la Fondation. Est-ce que vous pensez que l'actuel gouvernement vous écoute ou va vous écouter? Seulement 0,8% des 100 milliards du plan de relance est consacré aux personnes les plus vulnérables. Ce n'est visiblement pas ce que vous attendez. Alors, est-ce que le gouvernement écoute? A priori, il ne lâche pas sur certaines positions. Il n'a pas lâché sur le revenu minimum pour les jeunes, par exemple. C'était quelque chose que la Fondation et d'autres associations demandaient depuis longtemps. Est-ce que, par contre, la ministre déléguée du logement regarde de près, grâce à son observatoire des impayés de loyer et des charges? C'est quand même un lieu pour identifier les premiers signes. Donc, elle n'est pas complètement aveugle à tout ça et sourde à nos interpellations et aux premiers indicateurs, aux premières inquiétudes qu'on soulève. Elle est pas aveugle à ça. Après, est-ce que les moyens financiers, quand il y aura
vraiment une hausse des expulsions, des impayés de loyer, est-ce que l'argent public viendra derrière? Ça, on peut pas le savoir maintenant, mais par exemple sur la construction de logements sociaux, donc cette loi elle va être reconduite dans le cadre des prochains travaux parlementaires. Donc il y a des choses qui sont faites, mais c'est sûr que l'investissement public dans le logement, il est pas suffisant, et que si on change pas cette variable-là, c'est sûr que ça sera toujours une politique dans l'urgence et pas une politique qui permette des changements structurels. Merci Pauline Portefait. Je rappelle que vous êtes chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre et co-rédactrice du 26e rapport sur l'état du mal-logement en France en 2021. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.